Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Notez la date, les prochaines élections législatives fédérales auront lieu le dimanche 23 février prochain, c'est-à-dire dans moins de 100 jours maintenant. Le compte à rebours est lancé et la campagne aussi, les partis se mettent en ordre de bataille, les candidats doivent frapper vite et fort dans un paysage médiatique saturé par les psychodrames politiques. Olaf Scholz, tout particulièrement, est sur la sellette. Il a échoué à mener sa coalition jusqu'à son terme. Alors, quelle que soit sa part de responsabilité personnelle dans ce fiasco, cela entache son bilan, surtout après l'incroyable longévité dont nous avait habitué Angela Merkel. Et il doit faire face aussi à une fronde parmi ses propres troupes. Première passe d'armes, premier règlement de compte, échec. Et Scholz, mais le chancelier n'est pas encore mat. Bienvenue dans un épisode que j'ai bien cru ne jamais réussir à produire cette semaine, tant le SPD, le parti du chancelier Scholz, nous a offert jour après jour un spectacle que j'hésite à qualifier entre le soap-opéra, la commedia dell'arte et le drame shakespearien. Tout ça à cause ou autour de la candidature d'Olaf Scholz à sa propre succession. Elle est très loin de faire l'unanimité auprès de la population, mais aussi, on l'a bien vu ces derniers jours, au sein de son propre parti. On est même passé à deux doigts du putsch. Certains ont tenté de le dégager en organisant une réunion dans son dos pour nommer un autre candidat. Tout ça alors que le chancelier était encore au Brésil pour le G20. Bon, finalement, les frondeurs se sont dégonflés et à l'heure du bouclage de cet épisode, après avoir écrit 3 versions en fonction des différents scénarios possibles, ouf, on y voit plus clair. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Jeudi soir, Boris Pistorius, le potentiel challenger d'Olaf Scholz, a finalement renoncé à être candidat. La voie est libre pour Scholz. Das ist meine souveräne, meine persönliche und ganz eigene Entscheidung. Bonjour Stéphane Seidendorf. Bonjour Hélène. Directeur adjoint du DFI et compagnon de route tout-terrain du podcast. Aujourd'hui, je compte sur toi pour nous démêler ce panier de crabes au SPD. Quelle pétaudière en ce début de campagne! Effectivement, on se croit revenu après les années Schröder, quand le SPD il changeait de président et de candidat régulièrement. Il nous avait promis que c'en était fini, que désormais le parti était uni derrière son chancelier, derrière son personnel politique. Mais là, ce retour en arrière, il y a différentes forces du parti, des acteurs plus ou moins connus, même l'ancien chancelier Schröder qui ressort de nulle part, pour ou contre Scholz. Et tout ça, évidemment, ça fait qu'aujourd'hui, le parti il ne décolle pas des 15% d'intention de vote. Et Scholz est devenu l'homme politique le moins estimé, le plus détesté en Allemagne. Oui, le soutien de Schröder, ça ressemble quand même beaucoup à un baiser de Judas. Mais surtout, moi, ce que je me demande maintenant, c'est comment ça va se passer sur le terrain. On a donc Scholz candidat, mais certains militants ont d'ores et déjà dit qu'ils refuseraient de coller des affiches du SPD si le visage de Scholz y figure, car il est vraiment trop impopulaire. Et tout ça, ça nous rappelle que Scholz, il a toujours eu des problèmes avec la base du parti. Il est assez déconnecté finalement, et on l'a vu régulièrement de congrès en congrès. Il n'a jamais réussi à gagner le vote des délégués. Ils n'ont jamais voulu l'élire président du parti, par exemple. Mais c'est peut-être fort de cette expérience-là qu'il y croit encore, qu'à l'époque déjà, on avait l'impression qu'il avait perdu la présidence du parti. Il était vu un peu comme trop proche de Schröder, un spin dans la carrière touché à la fin. Et il avait réussi à amener le SPD à la chancellerie. Et c'est de là que vient sa persévérance et sa force. Et évidemment, il nous promet qu'il va la jouer comme en 2021, quand le SPD était également autour de 15% à 3 mois des élections. Et donc, il le croit peut-être lui-même, qu'il serait capable de rejouer cet exploit. Cela dit là, il faut reconnaître qu'il a très bien manœuvré. Il a laissé traîner les rumeurs et au bout du compte, chaque jour jouait en sa faveur. Il a joué la montre et puis les frondeurs putscheurs ont raté leur fenêtre de tir. Conclusion, il n'a pas dit son dernier mot. Scholz n'était pas un Biden. Il a cette longue carrière au niveau fédéral, donc c'est quelqu'un de très, très expérimenté, quelques-uns diraient très rusé, ça joue en sa faveur. Et Scholz n'est pas sans rappeler Merkel qui se tenait loin de ce genre de considération à l'intérieur du parti. Olaf Scholz, il avait beaucoup appris avec elle. C'est pas si loin de la manière dont elle avait exercé si longtemps le pouvoir. Alors il a remporté cette bataille en interne, oui, mais inutile de tourner autour du pot.
comme l'écrit le Spiegel dans un édito, c'est le candidat le plus faible de l'histoire du SPD. Il a la liste de ses échecs collés sur son front et en premier lieu, l'échec formel de sa coalition. Il a échoué à la mener à son terme. Stéphane, est-ce qu'on en sait un peu plus, là, après quelques semaines, sur les responsabilités des uns et des autres dans cette rupture définitive du chancelier avec les libéraux du FDP? C'est intéressant de voir que la presse, notamment, elle a pris ça après le corps. Il y a des belles enquêtes qui sortent. Et les deux côtés essayent un peu de storytelling, d'imposer leur vision des faits, alors que le troisième, puisqu'il y avait trois partis, les Verts, ils ont choisi une autre stratégie, ils se retiennent et ils ne font pas partie de ce jeu-là, ils veulent incarner la responsabilité, le sens de l'État. On verra à la fin ce qui l'emporte. Mais ils ne sont pas tenus pendant toute la législature, donc il y a un échec, oui. Mais en même temps, c'est un raisonnement politique, de politique intérieure, de dire on est arrivé peut-être au bout de ce qu'on pouvait faire ensemble. Le coût politique pour continuer aurait été trop grand. Donc les deux, ils avaient les yeux rivés sur les sondages. Échec, je ne suis pas sûr, c'est un raisonnement politique, de politique intérieure, et on verra bien qui aura le dernier mot là-dedans. Alors un point sondage peut-être ici, en date du 22 novembre, après ce psychodrame, le SPD perd 2 points, 14%, 2 points de plus en revanche pour les Verts, 14% également. Le FDP stagne à 4%, à ce stade donc pas capable d'avoir des élus dans la nouvelle chambre, et puis loin devant, on a l'AfD au plus haut, 19%, et la CDU-CSU largement en tête avec 33%. Donc on le voit, c'est pas glorieux pour les trois partis de la coalition sortante. Cette coalition, depuis le début, elle était un ensemble bancal, une embarcation qui a pris l'eau très vite, dans un contexte maire très agité avec des remous internationaux. Mais, qu'on le veuille ou non, au final, le chef c'était Scholz. C'était lui qui était à la barre. Et donc c'est normal que ça soit lui qui incarne cet échec. Ou bien c'est une vision trop française des choses. Peut-être à la place de parler de capitaine, c'est l'image de l'orchestre qu'il faudrait utiliser dans le cadre allemand, avec un chef d'orchestre, mais qui doit faire jouer les différentes partitions et les différents musiciens. Et à la fin, il doit quand même imprimer sa marque. Les plus grands chefs d'orchestre, de Herbert von Karajan à nos jours, ils savaient imprimer leur marque. Là, sur la fin, il ne s'est plus retrouvé dans sa partition. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, j'avoue, je vous aurais bien mis une petite pastille sonore de Louis de Funès en chef d'orchestre, mais nous avons quand même beaucoup de choses à dire. Alors, on avance. Scholz, donc, est officiellement en campagne, et pour cela, il utilise une méthode, d'ailleurs, que Angela Merkel a beaucoup utilisée, de Budapest à Rio, business as usual. Vous vous agitez, mais moi, je travaille, avec, il y a une semaine, ce grand coup, l'appel à Vladimir Poutine. Stéphane, pour un coup, c'en était bien un, mais la question c'est coup de maître ou coup d'épée dans l'eau? C'était un peu un coup d'éclat. Visiblement, ça n'a rien changé sur le positionnement de Poutine. Mais en politique intérieure, ça a permis à Scholz de reendosser cet habit du chancelier très prudent, très réfléchi, responsable et qui ne fait pas de décisions à la va-vite, qui d'un côté, il ne faut pas l'oublier, et derrière ce soutien très fort à l'Ukraine que l'Allemagne est le deuxième plus grand bailleur après les États-Unis, et de l'autre côté, les différentes étapes, à chaque fois, c'était mûrement réfléchi, dirait Scholz, où il fallait le pousser jusqu'au bout, diraient ses opposants. Et jusqu'à aujourd'hui, il refuse les fusées de moyenne et longue portée, les terreurs russes, qui pourraient aller plus loin, frapper des cibles en Russie. N'oublions pas, on avait déjà l'occasion de le dire dans ce podcast, il vient du mouvement des pacifistes dans les années 70 et 80. C'est là où il a été formé et socialisé politiquement. Jusqu'à aujourd'hui, les opposants s'amusent à sortir des photos du jeune Scholz avec des boucles, une frange jusqu'aux épaules, qui manifeste contre les Pershing, contre les missiles et qui est dans le camp des pacifistes. En ce sens, il colle beaucoup mieux à l'ADN du parti SPD que le ministre de la Défense Pistorius que certains voulaient comme candidat. Bon, on va voir si ça paie dans les urnes. Stéphane, cet appel à Poutine, ça a valu à Scholz autant de louanges que de critiques de la part de ses partenaires. La Pologne souffle le chaud et le froid, l'Ukraine se montre contrariée malgré plusieurs appels du chancelier à Zelensky avant et après la discussion avec Poutine. Paris n'en dit pas long. Bref, cette initiative de Scholz, elle était coordonnée entre Berlin et ses partenaires, oui ou non?
il a très certainement annoncé cet appel à ses collègues, à Emmanuel Macron, à l'Angleterre, à la Pologne, aux États-Unis. C'est la moindre des choses. Il n'a pas dit sur quoi cela allait porter, et je ne pense pas qu'il ait eu une position européenne commune qu'il aurait pu porter. On n'a pas réussi à développer une position commune qui aurait un peu plus de poids. Mais derrière tout ça, on voit quand même que c'est un moment peut-être décisif dans cette guerre, avec l'élection de Trump d'un côté, avec les décisions de l'administration Biden qui donne encore plus de moyens à l'Ukraine, et avec l'hiver qui approche. Donc tout ça, c'est peut-être un des moments tournants de cette guerre. C'est plus tard qu'il faudra dire s'il a eu tort ou pas d'appeler Poutine à ce moment-là. Alors justement, Stéphane, tu restes avec nous, j'ai encore 2 questions à te poser, mais 48 heures après cet appel téléphonique entre Scholz et Poutine, Berlin accueillait la toute première manifestation unitaire de l'opposition russe, en présence de Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny, ou encore de l'ancien prisonnier politique Vladimir Kara-Murza. Le cortège a rassemblé quelques milliers de personnes, beaucoup de Russes en exil en Allemagne, mais aussi des Ukrainiens et des Allemands. Alors parler ou pas avec Poutine, les avis sont partagés. Reportage David Philippot. Pour une Russie libre, sans guerre et sans Poutine, selon les organisateurs de la manifestation, il ne peut y avoir de paix en Europe tant que la démocratie n'a pas fait son retour en Russie. Alexander, la vingtaine, a fui Moscou il y a 2 ans. Monsieur Poutine ne veut pas arrêter la guerre, ce n'est pas son but. Regardez cette nouvelle attaque massive de missiles. Monsieur Poutine nous montre qu'il n'en a rien à faire. La seule façon de lui parler, c'est d'utiliser le langage de la force. Pour Nora, Poutine se moque bien d'Olaf Scholz, trop faible et trop hésitant. C'est un chancelier au placard. Pourquoi voudrait-il négocier quoi que ce soit avec lui ? Il y a eu un vote du Bundestag avec une majorité pour autoriser les livraisons de missiles taurus. L'Ukraine a besoin de ces armes pour se défendre, mais il y a une expression en anglais qui dit $1 trop peu et 1 minute trop tard. C'est comme ça depuis le début ici. Mais elle trouve des excuses au chancelier et accuse les vieux réseaux russophiles autour de lui. Je sais aussi dans quelle situation il se trouvait. Il y a beaucoup de gens au SPD qui ne veulent pas soutenir l'Ukraine. Ils ont une conception erronée de la Russie comme d'un partenaire. Nous avons rempli les caisses de guerre de Poutine en achetant son précieux gaz. Dans le cortège, il y a aussi des partisans de la diplomatie comme Norbert. Au bout du compte, il faudra bien se parler, même si c'est dans 5 ou 10 ans. Nous sommes des voisins directs. À long terme, j'espère qu'on trouvera un dénominateur commun. Selon un sondage INSA du mois d'août dernier, 68% des Allemands souhaitent des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Ils sont seulement 38% à penser que l'Allemagne doit poursuivre ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Stéphane, j'aime beaucoup le témoignage de Nora qui finalement est assez nuancée sur Scholz. Elle est déçue, mais elle le comprend aussi. À l'heure du bilan, que dis-tu, toi, de la politique internationale de Scholz ? Il se retrouve aux commandes dans une situation inédite, avec beaucoup de certitudes des Allemands et des Européens qui sont basculés, qui se renversent. Souvenez-nous, dans l'hiver 2022, quand on craignait de manquer du gaz, de ne pas pouvoir chauffer les maisons, les appartements. Donc il fallait réagir très vite et limiter les dégâts pour l'Allemagne dans un premier temps. Ensuite, sur le moyen et long terme, on a du mal à voir quelle initiative ou quel grand projet international, européen, resterait attaché au nom de Scholz. Mais c'était peut-être pas encore le moment. C'était un moment de changement d'époque, comme il avait dit, ça on va le retenir, où beaucoup de choses se bousculent et on a encore du mal à voir qu'est-ce qui sortira de tout ça. C'était peut-être trop tôt pour mettre les bases d'un ordre d'après-guerre, en quelque sorte, qui pourrait permettre aux Européens de se réorganiser, tout ça. On n'est pas encore là. Et sur son bilan franco-allemand, entre Macron et lui, on le sait, ça a été compliqué. J'attache pas trop d'importance à ces récits des relations personnelles. Je sais que ça fait bien vendre et qu'on adore ces histoires des couples et tout ça.
C'est important, oui, mais c'est important parmi d'autres éléments, parmi les liens institutionnels, parmi les formats de coopération, de coordination, et évidemment aussi par rapport à la société civile franco-allemande qui existe, les jumelages, les échanges et tout ça. Et sur ça, on peut dire l'essentiel a été préservé, ça continue. On a mis en place pas mal des détails de ce qu'on avait négocié dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle qui doivent trouver leur place, qui doivent fonctionner petit à petit. Peut-être avec un peu moins de mise en scène que dans le passé, mais aussi en 3 ans, peut-être le temps n'était pas suffisant. Et si on veut bien se souvenir de Schröder et de Chirac, par exemple, au bout de 3 ans, ils étaient encore en conflictualité totale. C'était avant la guerre d'Irak de George W. Bush et l'amitié, on l'a célébrée après. Merci beaucoup Stéphane Seindorf et tout de suite je dis bonjour à Dominique Grillmeier. Bonjour Hélène. Toi aussi chercheur au DFI mais plutôt avec une casquette éco. Dominique, 2 années de récession consécutives. On n'a vu ça qu'une seule fois dans l'histoire de l'Allemagne contemporaine, en 2002-2003, sous Gerhard Schröder, un autre chancelier SPD, qui n'avait d'ailleurs pas fini ce 2e mandat, contraint à des élections anticipées. Alors on ne va pas tirer des parallèles un peu artificiels. On peut juste rappeler qu'à cette époque déjà, on parlait de l'Allemagne comme de l'homme malade de l'Europe. Bref, là, la récession, la mauvaise conjoncture, cet échec-là, il va forcément coller au bilan de Scholz. Bon, pour le moment, oui, ça va mal plutôt. D'autant plus que la faiblesse en Allemagne tire vers le bas la croissance potentielle en Europe. C'est pas seulement un choc purement conjoncturel, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus grave. Des interrogations de transformation de l'économie, d'un avenir pour l'industrie allemande. Donc la situation est un peu différente que lors des crises d'après 2007 ou même lors de la pandémie. Oui, en 2002-2003, il y avait aussi beaucoup de problèmes structurels et Schröder était tombé après avoir lancé un paquet de réformes, ces fameuses réformes Hartz, très impopulaires. Là aussi, le gouvernement sortant a entamé des réformes, mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des signes de reprise en vue ? Bon, si on écoute le ministre de l'économie, Robert Habeck, il y a quand même des signes de reprise, une consommation privée qui pourrait être plus forte dans les prochaines années ou des exportations qui pourraient reprendre, un taux d'inflation qui sera beaucoup moins élevé. Il mise actuellement, je crois, sur une croissance de 1,1% en 2025, 1,6% en 2026. Mais ça dépend vraiment comment est-ce qu'on peut renforcer la capacité de l'industrie, des entreprises de rester ou de redevenir compétitives. On parle là d'allègements fiscaux, on parle parfois de subventions. Les coalitionnaires FDP et Verts SPD ne vouent plus se mettre d'accord sur la bonne voie à emprunter pour faire cette transformation qui semble nécessaire. Quelle est la part de responsabilité du gouvernement sortant dans cette morosité économique ? Il a quand même mis sur la table beaucoup d'aides. On se souvient de ce paquet à 200 milliards d'euros, le super vroom là, ça n'a pas aidé ? Alors oui, il y avait à l'époque, on se souvient de très fortes interrogations sur l'approvisionnement en énergie. On y est arrivé, il faut le dire. C'était quand même une performance à mettre à l'actif du gouvernement. Et il y a d'autres programmes qui montrent que le gouvernement n'était pas inactif avec la loi opportunité de croissance. Puis on avait le pacte pour l'Allemagne, un accord entre le gouvernement fédéral et les Länder avec l'idée de simplifier, d'accélérer le processus de planification et d'approbation parce que c'est très souvent là où ça bloque en Allemagne aujourd'hui. Une administration moderne et numérique, là aussi, on est un peu en retard, je crois. Il faut vraiment accélérer. Une simplification de l'accueil de la main-d'œuvre qualifiée, c'est une question fortement discutée, on sait. Donc, il y avait quand même des tentatives et pourtant, tout n'a pas été très réussi au sein de cette coalition. Quelles ont donc été les erreurs de l'équipe de Scholz ? Les divergences de plus en plus manifestes, insurmontables au sein de la coalition, ça n'a pas vraiment contribué à renforcer la confiance. Et en plus, on a aussi parfois pas très bien légiféré, il faut l'avouer. Il y a ce cas emblématique de la loi sur le chauffage qui a créé des inquiétudes et qui avait vraiment aussi un fort impact sur les branches qui auraient dû en profiter. Si on prend l'exemple du marché des pompes à chaleur, il s'est complètement effondré après la loi. Pourquoi ?
Le gouvernement s'est d'abord disputé sur l'obligation de remplacer le chauffage, sur une éventuelle interdiction du chauffage au gaz. Puis, après les protestations massives, des querelles internes, la coalition a finalement désamorcé les plans. Voilà, donc des inquiétudes fortes qui sont aussi causées par des erreurs qui ont été faites dans la législation, tout simplement. Dans la communication aussi. Absolument. Autre exemple, la loi sur la chaîne d'approvisionnement. Finalement, c'est devenu, comme souvent, en fait, un monstre bureaucratique. Et le chancelier, il y a quelques semaines, avait aussi signalé auprès des entrepreneurs de l'industrie que la loi ne sera pas appliquée comme prévu. Donc, on prend une décision, on revient sur cette décision. Ça peut vraiment être déstabilisant pour l'industrie et pour les citoyens. Alors Dominique, on connaît l'expression américaine « It's the economy, stupid », et c'est vrai que ça marche très bien pour expliquer ou comprendre les résultats de la récente élection aux États-Unis. La mauvaise situation économique, ou au moins le ressenti de la mauvaise situation, a alimenté le vote pour Trump. Dans quelle mesure la conjoncture ici en Allemagne va aussi jouer un rôle dans la campagne qui commence ? Évidemment, cette récession, on l'a dit, ça entache le bilan des partis de la coalition sortante, mais qui va en profiter ? Aussi les populistes comme aux États-Unis ? Alors, le prochain gouvernement est bien évidemment attendu sur des solutions en termes de renforcement de l'économie allemande. C'est absolument clair. Et la question principale, c'est vraiment comment organiser le trajectoire vers la transition écologique. C'était beaucoup disputé au sein de cette coalition-là. Il y a d'un côté ceux qui disent on est allé trop loin jusqu'à déstabiliser l'économie totalement. Et de l'autre côté, bien sûr, ceux qui disent c'est un impératif. Quand on regarde les compétences en matière d'économie attribuées aux différents partis, c'est la CDU qui a la réputation d'avoir la plus grande compétence pour l'économie. Donc, a priori, ça joue dans les mains de M. Merz. Reste la question avec qui la CDU pourra gouverner. Ah ouais, ça c'est la grande question et on suivra ça ici, évidemment. Merci beaucoup Dominique Grillmeier. Et merci à vous d'être resté à l'écoute de cet épisode produit avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. La saison 4 touche doucement à sa fin, mais je vous prépare encore quelques surprises pour l'avant. Le podcast Avec un K revient donc dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald. L'orgueil, bon sang! Bon sang! Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop! Alors...